Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Antoine Godebert. Il est directeur de l'abbaye royale de Fontevraud. C'est la plus grande abbaye d'Europe, me semble-t-il. Radio LCF a eu la chance de visiter cet endroit magnifique. C'était en mai, si je m'en souviens bien. Et c'est pour cela que nous voulons en parler aujourd'hui avec vous, Antoine Godebert, qui connaissait tout de cette abbaye et qui est d'ailleurs inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Antoine Godebert, bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'histoire de l'abbaye de Fontevraud ? Mais tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous la situer sur le plan géographique ? Oui, l'abbaye royale de Fontevraud est à mi-chemin entre Angers et Tours, dans le Maine-et-Loire, sur la vallée de la Loire. Donc c'est à 3 heures de voiture de Paris et en train c'est à 2 heures de Paris. Oui, et son histoire alors ? L'histoire est très particulière, c'est une triple histoire. D'abord c'est une histoire liée à un ordre religieux. Cet ordre est très, très particulier, il s'appelait l'ordre fontevriste et son créateur, qui s'appelait Robert d'Arbrissel, au XIIe siècle, a eu une idée un peu particulière. Il a donné la direction de cet ordre, qui était un ordre qui était mixte pour les hommes et pour les femmes. Et il a eu l'idée, après sa mort, que ce soit une femme qui le remplace. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ordre était lui-même mixte et il considérait que les hommes et les femmes devaient être des membres au même niveau dans la communauté et que c'était important que les femmes puissent être distinguées. C'est une magnifique idée du XXIe siècle. Exactement. Que l'on retrouve dès le XIIe siècle. Très en avance surtout. Très en avance. Oui. Et à partir de là, il y a eu 35 abbesses qui se sont succédées jusqu'à la Révolution française, jusqu'au XVIIIe siècle. Ça a duré plusieurs siècles. Exactement, c'est la première histoire de Fontevraud. Et c'était a priori des femmes de grande qualité, bien éduquées, qui dirigeaient Fontevraud. Et pourquoi l'abbaye est-elle royale ? Parce que justement, très souvent, c'était des femmes issues des familles qui dirigeaient dans une famille royale. Je vous donne un exemple. Au XIIe siècle, la première grande protectrice de l'abbaye a été Aliénor d'Aquitaine, qui avait été femme du roi de France, puis femme du roi d'Angleterre, et qui a été, pendant ces 2 dernières années, moniale, à Fontevraud. Donc, au démarrage, c'est un lien très fort avec la famille Plantagenet, et avec cette dynastie Plantagenet qui dirigeait toute l'Angleterre, la moitié de la France au XIIe siècle. Wow. Et après, plus tardivement, il y a eu un lien avec une autre grande famille royale en France, qui était les Bourbons, à partir du XVIe siècle. Et comme vous savez, les Bourbons ont dirigé la France, mais aussi l'Espagne, au XVIe, au XVIIe siècle. Et donc, c'était de nouveau une famille royale qui permettait à une de ses filles de pouvoir diriger l'abbaye. Alors, d'autres familles nobles ont donné les plus grandes familles françaises ont donné des abbesses de Fontevraud. Et donc, c'est un exemple absolument magnifique où ce sont les femmes qui ont dirigé pendant des siècles parmi les plus grandes familles. Et ça explique aussi pourquoi c'était non seulement, comme vous l'avez dit, la plus grande abbaye d'Europe, 14 hectares, dont 14 hectares, 5 prieurés. 5 prieurés. Et les plus grandes familles venaient voir l'abbesse de Fontevraud. Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, elle s'est créée un véritable palais qu'on a encore aujourd'hui, le palais abbatial. Et dans ce palais venaient des hommes de culture, des hommes de littérature. Et d'ailleurs, en ce moment, nous avons une exposition à Fontevraud sur être femme au XVIIe siècle, où on voit la part très importante des femmes à l'époque en France, dans la littérature, dans l'éducation, mais aussi le fait qu'il n'y avait qu'une partie des femmes qui pouvaient bénéficier de cette éducation. Et un dernier exemple de ce lien entre l'éducation et Fontevraud, au XVIIIe siècle, les filles de notre roi Louis XV ont été éduquées à Fontevraud. J'allais vous poser cette question. Et donc ça, c'est la première histoire. Donc, qui est merveilleuse. Un lieu où les femmes dirigent des hommes et des femmes pour développer un ordre religieux. Deuxième histoire, à partir de Napoléon, une prison. Une grande prison pendant 150 ans. Et pourquoi d'une abbaye
ce lieu s'est transformé en prison. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse puisque c'est un sujet que nous allons traiter l'an prochain, en 2019, à l'occasion d'une exposition avec le passage... Vous connaissez la réponse. Oui, parce que... Vous ne voulez pas nous la donner aujourd'hui. Elle est très simple. Elle est double, en fait. La première, c'est que pour des prisons, c'est simple, il faut un lieu qui soit fermé. Les il y a abbayes... plein de lieux qui sont fermés quand même en France. Il n'y a Oui. pas que cette abbaye. Non, mais plusieurs... Fontevraud n'a pas été la seule abbaye transformée en prison par Napoléon. D'autres l'ont été aussi. Deuxième chose, le fait qu'on était très grand. Ouais. Vous savez, malheureusement, pendant la Révolution, beaucoup donc d'abbayes ou de lieux religieux se sont vus pillés. Beaucoup ont été détruits. Pensez à Cluny, par exemple, qui était Par la qui, grande. alors Par la population locale. Et par exemple, à Fontevraud, pendant 12 ans, le lieu a été laissé à l'abandon. Donc les gens venaient chercher des pierres. D'aucuns ont même cherché des grilles. C'était sous la Révolution française. C'était sous la Révolution française. Mais finalement, comme c'était tellement grand, tout n'a pas pu être détruit. Et donc Napoléon s'est dit, on va essayer de préserver le site en faisant une prison. Puisque comme c'était fermé pour l'ordre religieux, ça sera plus simple d'y construire une prison. Et donc pendant un siècle et demi, jusqu'en 1963, ça a été une prison. Et les prisonniers, c'était des prisonniers militaires, des prisonniers... Très, très tout, en fait. Au 19e siècle, ça a même été assez terrible. C'était des prisonniers de droit commun, mais aussi des politiques. Et jusqu'à la création des prisons pour femmes à la fin du 19e, il y avait des familles. La situation était très dure au 19e siècle à Fontevraud. Et au 20e siècle, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu également des résistants qui ont été donc emprisonnés. J'ai lu ça. Hein. Et donc une répression très forte. Et qui ont été fusillés par les nazis. Et qui ont été également fusillés. Donc c'est une Quel histoire destin, dure. Très particulier. Et très très dure. Et heureusement, donc après la première, il y a eu une première histoire autour de l'ordre Fontevraud, qui est une magnifique histoire avec les familles royales. Une deuxième plus sombre avec la prison. Et aujourd'hui, depuis 1975, nous avons ouvert une troisième histoire, puisque c'est une histoire de culture. J'adore l'expression. Nous avons ouvert une nouvelle page de l'histoire, c'est vrai. Exactement. Voilà. Et cette troisième histoire, c'est celle d'aujourd'hui. C'est celle d'un centre culturel de rencontre qui permet deux choses. Qui permet à des visiteurs de venir découvrir ce site magnifique, des visiteurs venus du monde entier. Et deuxièmement, qui nous oblige, nous, à créer une vie culturelle, accueillir des artistes en résidence, accueillir donc des spectacles et avoir une vie culturelle à l'intérieur du site. Et juste pour l'anecdote, les derniers prisonniers à Fontevraud, et les derniers sont partis en 1983, ont participé à la rénovation du site pour devenir autre chose qu'une prison, mais retrouver le site patrimonial tel qu'il existait avant la Révolution française. Et je vous donne un seul exemple. L'abbatiale que vous avez sûrement découverte, qui est une merveille de l'art roman du XIIe siècle. Exactement. Il faut imaginer que c'était une prison à 5 étages. Et les prisonniers ont tout changé et ont redonné à l'abbatiale l'impression qu'avaient donc les nobles et les habitants, même pas nobles, de la région quand ils venaient à l'abbatiale de Fontevraud au XIIe siècle, voire au XVIIe siècle, puisqu'il y a eu des cérémonies magnifiques qui avaient eu lieu dans cette abbatiale. Et comme vous le savez aujourd'hui, cette abbatiale est un peu le lieu symbole de l'abbaye, puisqu'on y découvre les gisants des rois plantagenets. Oui. Et ça, c'est une merveille de l'art, c'est une merveille du symbole historique, mais aussi une merveille de l'art. Ce sont en Europe les premiers gisants, d'abord le premier gisant d'une femme, et ensuite des gisants qui sont polychromes. Et comme vous le savez, je crois que c'est quelque chose qui touche beaucoup l'UNESCO. Vous avez rappelé tout à l'heure que nous étions au centre de la mission Val-de-Loire. Ouais. Sur le gisant d'Aliénor d'Aquitaine, nous avons donc une femme qui lit un livre. Et c'est le premier gisant qui lit un livre. Tous les gisants de cette époque donc, avaient plutôt des hommes, et des hommes qui avaient plutôt un sceptre ou une épée. Et là, c'est le premier gisant avec un livre. Le lien avec la culture, le lien avec l'éducation. Et ces gisants, en dépit de cette histoire très compliquée que j'ai rappelée, sont toujours demeurés à Fontevraud. Et aujourd'hui, dans cette période européenne, un peu compliquée parfois entre la France et l'Angleterre, c'est un magnifique exemple de lien éternel, culturel,
et historique entre la France et l'Angleterre, puisque les tombes d'Aliénor, d'Henri II Plantagenet, d'Isabelle d'Angoulême et de Richard Cœur de Lion, eh ben, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire de l'Angleterre, mais aussi à l'histoire de France. Mais grâce au livre et à cet intérêt donc d'Aliénor pour la lecture, c'est aussi une histoire universelle. Tout à fait. Et c'est ça qui fait aussi, je crois, la réputation et la renommée de Fontevraud dans le monde entier. On a bien compris, Fontevraud, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Maintenant, on revient au présent. Qu'est-ce qu'on peut visiter à l'abbaye de Fontevraud? Alors, on peut encore visiter donc 3 prieurés. En fait, sur les 5, oui. 3 peuvent être visités. 3 peuvent être et visités. Les 2 autres, alors un est encore doit être rénové et un a été détruit. Et alors les 3 que vous pouvez visiter, un a été transformé en hôtel-restaurant. Donc, je crois que j'ai dû le visiter. On a logé, on a passé une nuit là-bas. Et c'est étonnant parce que c'était celui qui était réservé a priori à ceux qui étaient malades. Et donc aujourd'hui, c'est ceux qui viennent pour se reposer et qui viennent découvrir une autre capacité de Fontevraud. C'est son lien avec le territoire, son lien avec les produits naturels et son lien avec la gastronomie. Alors, et les 2 autres... Oui, allez-y, je vous laisse finir. Un des prieurés, c'est le plus grand cloître d'Europe. C'est celui du Grand Moutier, celui qui est juste à côté donc, de l'abbatiale. Et puis l'autre, c'est aussi un magnifique cloître qui a été beaucoup refait au temps de la prison, mais qui était aussi un lieu dans lequel on peut vivre des événements culturels. La semaine dernière, nous avions le Festival d'Anjou et on a joué Shakespeare dans le cloître de Saint-Benoît. Quelle pièce de Shakespeare? Alors, pardon, c'était pas Shakespeare, là c'était Ramus. J'anticipe sur l'année, sur l'année à venir. Là, on a joué une autre pièce, donc très importante d'un grand écrivain suisse qui s'appelle Ramuse, et une pièce qui a été mise en musique par Stravinsky. Et avec donc un spectacle qui associait des danseurs et des musiciens et bien entendu des hommes et des femmes de théâtre. Et ça dans une acoustique magnifique parce que nous avons aussi beaucoup d'enregistrements à Fontevraud parce que ce lieu patrimonial inspire les hommes et les femmes de théâtre et les musiciens aussi. Nous avons souvent des musiciens qui viennent enregistrer des disques. À Pâques, maintenant, on a un moment où on fait revenir les artistes qui ont enregistré. Les chanteurs aiment beaucoup aussi Fontevraud. Et donc, on peut découvrir aussi à chaque fois qu'on y va, pour répondre à votre question, pas simplement de magnifiques cloîtres, pas simplement une magnifique abbatiale, mais une vie culturelle et un territoire. Un territoire ligérien qui est particulier, mais qui est très beau et qui en fait une des régions finalement les plus attractives de toute la France. On va revenir plus en détail sur tout ce qui est projet culturel que vous développez à l'abbaye de Fontevraud. Alors, ce qui m'a particulièrement frappé lorsque j'ai visité cet endroit magnifique, c'est la beauté du lieu et les potagers, les jardins inspirants. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors ça c'est en lien avec ce que faisaient les moines et les moniales. Voilà. Leur lien avec la nature était essentiel. Tout simplement pour des raisons d'abord de santé aussi, il fallait des plantes médicinales et puis aussi il fallait nourrir. Donc les moines et les moniales, il y en a eu jusqu'à de 700 à 1000, donc il fallait des jardins nourriciers. Mais en même temps, c'est ça. La beauté que vous venez donc, de reconnaître au site, et je m'en félicite, c'est aussi le fait que nous avions des fleurs. Il y a il y a aujourd'hui 193 essences ou plantes différentes à Fontevraud. Et d'ailleurs, maintenant, nous allons utiliser une application sur les téléphones ou les smartphones pour que les gens qui visitent le site puissent aussi découvrir ces plantes et ces fleurs. Voilà. Alors, je sais qu'en Chine, quand on aime visite, beaucoup. Au fur et à mesure de la visite, on découvre les noms des plantes. Et on n'est pas très loin d'un des lieux qui est très important pour les fleurs, puisque nous avons beaucoup de roseraies dans le Maine-et-Loire, et nous avons aussi une rose, qui est la rose de Fontevraud, et qu'on découvre aussi dans le village, qui est le village à côté de l'abbaye. Donc, on peut, quand on vient à Fontevraud, non seulement découvrir un patrimoine architectural exceptionnel, mais aussi être dans une nature avec des plantes. Et ensuite, vous pouvez redécouvrir cela dans la cuisine de notre chef. Et un dernier exemple où on essaye d'associer la culture et la nature,
Nous avons bien entendu un théâtre de verdure, donc on peut être là au ciel et bénéficier d'un spectacle magnifique sur la nature et sur les lieux patrimoniaux. Et en même temps, on a un potager dans lequel vous pouvez découvrir les plantes que vous pourrez ensuite manger dans la nourriture qui est servie au restaurant qui a 1 étoile au Michelin. Lesquels, par exemple? En ce moment, par exemple, nous avons une superbe exposition dans le cloître du restaurant, Oui. dans lequel nous avons la pierre qui a été mise en place par une sculptrice, la pierre de tuffeau, avec la plante Pierre que l'on Tuffeau, mange en ce c'est moment, ça, oui. et c'est de la sauge. Wow. Et donc, on a l'exposition, on voit petit à petit la sauge que vous mangez recouvrir les pierres. Et c'est un artiste qui a voulu justement montrer par cette association entre la sauge et la pierre de tuffeau que Fontevraud, c'est ça. C'est l'alliance entre un magnifique patrimoine et un magnifique territoire. Que de créativité, hein. Alors, on peut faire du cyclotourisme aussi, je crois. Oui, nous sommes très heureux de n'être pas très loin. Et nous avons même une route qui y mène du premier axe européen de cyclotourisme, qui est la Loire à vélo. Plus de 800 km de pistes cyclables. Donc, sur 800 kilomètres sur toute la Loire, c'est énorme. le plus grand axe. Et si bien qu'aujourd'hui, nous avons à Fontevraud beaucoup de touristes à vélo. Des Américains, des Anglais, des gens du monde entier qui viennent pour aller à vélo. Concours, je crois, non? Exactement. Parce que je me suis entretenue lorsque j'étais à Saumur. Oui. Je me suis entretenue avec le directeur de l'Office du tourisme de Saumur Val-de-Loire, Monsieur Jean-Jacques Micou. Exactement. Que vous avez pu découvrir dans cette vidéo. Il m'a parlé d'un concours, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, alors, par ailleurs, au-delà de tous ces touristes qui viennent sur la Loire à vélo, nous avons un grand moment qui a eu lieu le week-end dernier, qui s'appelle Anjou Vélo Vintage, et qui permet aussi des retrouvailles avec les gens qui ont des vieux vélos. Et aussi un oui, goût, c'est ça, des vieux vélos. un vieux vélo, de ça, voilà. et un goût pour justement les retrouvailles de la vie par une balade à vélo. Donc ça permet à la fois de découvrir de vieux vélos, de découvrir des lieux emblématiques du territoire et d'avoir envie d'y retourner. Parce que ce que l'on souhaite aussi à Fontevraud, c'est que non seulement les gens le découvrent parce que c'est un lieu au patrimoine mondial de l'UNESCO fantastique, unique. Mais qu'on ait vraiment envie d'y retourner aussi parce qu'il y a des choses que l'on propose, une vie culturelle et puis une redécouverte du site. Je vous donne un seul exemple. Dans quelques jours, nous allons avoir une nouveauté, parce que nous sommes aussi très intéressés à la vie contemporaine. Dans la médiation culturelle, c'est le fondateur lui-même qui vous accueillera. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un fantôme, mais ce sera un hologramme avec un acteur. Et c'est le fondateur lui-même qui racontera comment Fontevraud s'est développé. Alors, l'abbaye de Fontevraud, on a bien compris, c'est une cité historique, mais elle est aussi une cité culturelle. Elle a surtout aussi l'ambition de devenir une cité tournée vers le futur. Quels sont les projets que vous développez pour atteindre cet objectif? Alors, notre volonté est très claire. Nous voulons à la fois bien mettre en valeur l'histoire. Et pour bien mettre en valeur l'histoire, on a besoin aujourd'hui des nouvelles technologies. Tout simplement parce que nos visiteurs, alors certes, il y a des personnes peut-être plus âgées qui aiment le patrimoine, mais notre ambition est aussi d'attirer les plus jeunes. Et aujourd'hui, pour les plus jeunes, ils ont besoin de cette médiation par les nouvelles technologies. Alors, je vous donne 2 exemples. Je viens de vous parler de l'hologramme d'Arbrissel. On est aussi le premier site culturel en France à avoir utilisé une navette qui est autoconduite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffeur. Et pour les personnes qui ont du mal à marcher, parce que comme notre site est très grand, voilà, j'ai bien vu. Et que on peut avoir un accident et avoir envie de visiter un site, bien sûr, on peut avoir plus de mal à se bouger, on peut avoir une poussette quand on a des enfants. Évidemment. Et donc cette navette autoconduite permet de faire le tour du site. Elle marche comment? À l'énergie solaire? Elle marche pour le moment aux batteries électriques. D'accord. Et surtout, c'est un magnifique exemple de véhicule doux. Parce que dès que quelqu'un passe, elle s'arrête, il n'y a pas de bruit et c'est absolument magnifique. Alors, on en découvre maintenant dans des sites, je dirais, plus urbains. Je sais qu'il y en a une à Singapour, il y en a une à Sydney.
On l'utilise de manière beaucoup plus pratique dans les centrales nucléaires pour éviter d'avoir des accidents. Et nous, on est le premier site culturel, tout simplement parce qu'on cherchait un emblème de ce lien avec les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, quand on a fait la soirée d'ouverture du World e-Forum, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires chinois qui sont venus. Et tous ont beaucoup apprécié donc, cette navette autoconduite. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est des visiteurs chinois? C'est-à-dire qu'en plus... Ils venaient d'où? Beaucoup venaient. Il y avait beaucoup de gens de Shanghai ou de la côte, mais il y en avait qui venaient de toute la Chine, puisque c'était le rassemblement donc des spécialistes, donc des start-up numériques. Il y avait aussi des Américains. C'était au mois de novembre. Novembre 2018. 2017. C'était l'année dernière. Ah oui, excusez-moi. Et ça, c'est en lien avec autre chose que nous avons à Fontevraud, c'est que nous sommes aussi lieu de congrès et lieu de séminaires. Il y a près de 160 séminaires chaque année. Des entreprises peuvent venir. Et alors, petite cerise sur le gâteau, alors, je ne sais pas si cette rencontre entre hommes d'affaires américains et hommes d'affaires chinois a conduit à des mariages, mais comme je l'ai dit donc au démarrage, nous sommes aussi lieu où on peut faire de grands mariages. Et chaque année, nous avons aussi quelques mariages, notamment internationaux, qui se passent donc à Fontevraud. Ouais. Alors maintenant, on va parler du tourisme chinois à Fontevraud. Est-ce que beaucoup de touristes chinois sont venus? Pas assez. Pas assez. Hein. Vous en avez reçu pas assez. On en a eu quelques centaines. Là, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais on peut faire mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous comptons beaucoup. D'abord, nous sommes allés faire de la promotion en Chine sur le sujet. Et surtout, notre idée, c'est de mettre en valeur les partenariats que nous avons avec d'autres centres culturels de rencontres en Chine qui ont eu la même idée, c'est-à-dire de préserver un site en installant une vie culturelle. Donc nous avons un lien particulier avec deux centres, le premier à Nantong et l'autre à Wuxi. Donc Nantong, ça se situe dans la province du Guangxi, c'est ça? C'est ça, donc voilà. Au nord de Shanghai. Hein, et même chose à Wuxi, qui est plus au nord, à l'ouest. Oui, c'est ça. Nantong est plus au nord-est, Wuxi, après le fleuve. C'est sur la côte est de la Chine, hein, on est bien? Non, c'est aussi au nord de Shanghai. Sauf que Nantong est près de la côte, après le fleuve, alors que Wuxi, on est plus sur la partie ouest de Shanghai. Mais ce sont des villes dynamiques, hein, les deux, une est 7 millions d'habitants, l'autre 5 millions d'habitants, et avec des touristes donc, aussi potentiels. Et vous en avez profité pour parler, bien sûr, de l'abbaye de Fontevraud. Exactement, hein, et rappeler qu'ils viendront. Oui, hein. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer aux touristes chinois. D'abord, c'est que nous souhaitons en avoir de plus en plus qui viennent en visite individuelle, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps de bien visiter. Voilà. En famille, par exemple. Le site est grand. Le site est grand, donc il faut prendre immense, du temps. Hein. Et c'est pareil pour la Chine comme pour les autres maintenant grands pays. Nous avons une population essentiellement urbaine. Et pouvoir se reposer du stress de la vie urbaine, c'est important. Et Fontevraud, nous sommes là aussi pour ça. C'est-à-dire que vous avez, quand vous venez à Fontevraud, le libre accès la nuit. Et ça, c'est une liberté incroyable. En ces temps de terrorisme, en ces temps de difficultés, pouvoir être dans un endroit complètement sûr, c'est vraiment important. Complètement sûr. Et deuxièmement, dans le stress de la vie, pour nombre donc, de cadres qui justement veulent, pendant les vacances, pouvoir un petit peu se poser, Fontevraud est très important. Et donc, tous les touristes des grandes villes en fait, chinoises sont aussi, pour nous, une population dont on sait qu'elle s'intéresse à l'histoire, qu'elle s'intéresse à la beauté et qu'elle cherche aussi du calme. Et par ailleurs... C'est tout à fait ça. Et puis, l'air pur. Et une nourriture saine. Et une nourriture saine. Ce sont deux éléments particulièrement appréciés des Chinois. Et d'ailleurs, la gastronomie que nous proposons est aussi un élément qui attire beaucoup. Quand on interroge les jeunes Chinois. Oui, alors. Et c'est vrai que quand on a discuté avec nos collègues chinois de Nantong, Wuxi, on a par exemple beaucoup travaillé avec des chefs aussi donc chinois et avec des artistes sur quelque chose qui est important, c'est la manière dont on présente les plats, ce qu'on appelle nous un peu donc le design culinaire. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que en Chine, c'est toujours très très bien présenté, comme vous le savez, en France aussi. Donc, on a beaucoup de choses à échanger. Voilà. Et je sais que nos touristes chinois, quand ils viennent, ils apprécient aussi cet art de la table. Quand je dis art, c'est que ça permet aussi d'associer des artistes. Exactement.
Oui. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'aller à Nanton et à Wuxi, pas dans d'autres villes chinoises, hein? Alors, ce n'est pas... Est-ce que c'était un hasard, hein? Non, ce n'est pas un hasard, c'est que les 2 premiers centres culturels de rencontre en Chine ont été créés dans ces 2 villes. Alors, bien entendu, nous sommes allés ailleurs, mais nous tenions à avoir une relation forte, tout simplement parce que Fontevraud est donc un des centres culturels de rencontre français. Il y en a une vingtaine. C'est un des plus importants et c'est surtout le plus ancien, depuis 1975. Donc, nos amis chinois qui sont venus de Nantong de Wuxi, mais aussi de l'association qui va gérer au niveau national avec le ministère donc, de la Culture, les centres culturels de rencontre chinois, ils sont venus aussi pour voir Fontevraud et apprécier cette histoire absolument incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette idée de pouvoir créer une vie culturelle dans un centre patrimonial, c'est pas simplement une idée française, c'est pas simplement une idée chinoise, c'est une idée universelle. Et malheureusement, quand on voit comment l'UNESCO, d'ailleurs, peut souvent mettre en avant des destructions de patrimoine, soit par la guerre, soit par un oubli de protection, le fait de pouvoir réveiller ces sites avec une vie culturelle et de les ouvrir aux touristes, c'est très, très important. Et ça permet de pérenniser l'histoire de l'abbaye. Et ça permet à chacun donc de prendre une petite part de cette histoire universelle. Exactement. Et à Fontevraud, cette histoire des femmes, notamment, est aussi quelque chose qui est important en Chine. C'est un sujet souvent dans l'histoire chinoise qui est essentiel. Et donc nos touristes disent aussi, voilà, on le découvre aussi par cet intermédiaire. Et souvent, les touristes chinois sont très intéressés par cette petite anecdote. Allez-y. À Fontevraud, donc nous avons du vin. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le vin, et notamment le vin français, est particulièrement apprécié. Exactement. Et à Fontevraud, il y avait une règle sur le vin qui avait été édictée par les femmes, et notamment par l'abbesse. Et l'abbesse avait décidé que chaque jour, il fallait que les moines boivent, mais pas trop. Mais surtout que les moniales, les femmes, puissent toujours boire 2 fois plus que les hommes. Pour quelle raison ? Parce qu'elle disait que c'était pas bon pour que les hommes étaient plus sujets à des emportements quand ils buvaient que les femmes. Et donc aujourd'hui, quand les touristes chinoises viennent, elles réclament toujours plus de vin que leur mari et leurs amis. Voilà, oui. Je crois savoir que vous êtes en train de construire un musée d'art moderne qui va s'ouvrir en 2019. Exactement, c'est la prochaine étape. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a toujours des innovations à Fontevraud, c'est une part aujourd'hui donc de l'histoire culturelle qui se construit. Et nous avons la chance donc d'avoir un collectionneur privé. Donc, il s'appelle Monsieur Kleinman, qui a décidé que sa collection puisse être présentée dans un lieu unique. C'est une collection donc essentiellement d'œuvres picturales et d'œuvres aussi de sculptures de la fin du 19e et du 20e siècle, mais il y a aussi des œuvres universelles venues de civilisations différentes. Et d'ailleurs, notre idée, qui est beaucoup d'ailleurs dans l'actualité de la création des musées aujourd'hui, c'est de permettre à un collectionneur de s'expliquer sur pourquoi il a choisi telle ou telle œuvre. Et c'est ce que la scénographie du musée racontera. Alors c'est important aussi pour nous parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 19e et le 20e siècle étaient un peu marqués par l'histoire de la prison. Et donc l'art va pouvoir de nouveau montrer quelque chose qui n'est pas que de la prison, mais au contraire de l'art. Et donc avec une collection, il y a des œuvres de Derain, des œuvres de Dufy, des œuvres de Toulouse-Lautrec, des œuvres de Van Gogh, avec des grands peintres qui intéressent aussi beaucoup les touristes chinois quand ils viennent, donc je crois, voir les grands musées français. Je crois savoir que le célèbre journaliste et animateur Stéphane Père a tourné une émission dans votre abbaye qui s'appelle Secret d'Histoire. D'ailleurs, il parraine un projet qui s'appelle Fontevraud Mécénat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, on est très heureux que, comme beaucoup, Stéphane Bern soit un peu tombé amoureux du site, mais je crois qu'il le mérite et qu'il a toujours, de manière d'ailleurs très gentille, voulu participer au développement du site parce qu'il trouve que c'est exceptionnel. Et lui qui est très... probablement un de nos meilleurs connaisseurs des familles royales, il sait ce que veut dire abbaye royale. Et donc, il a voulu s'investir à nos côtés pour qu'on essaye d'attirer des mécènes
privé, puisqu'aujourd'hui le site donc, est géré par la région Pays de la Loire, mais c'est un site qui est donc une propriété d'État. Et donc c'est important. Une propriété d'État. C'est une propriété d'État, mais qui est gérée par la région Pays de la Loire. Et donc, notre idée, il y est associé aussi donc, beaucoup d'investisseurs privés. Et les premières opérations de mécénat que nous avons effectuées sont très, très positives. D'abord, on s'est aperçu que beaucoup de gens qui habitaient le territoire avaient envie de participer à son développement, et quel que soit leur niveau social. Et puis de l'autre côté, qu'on avait des entreprises qui étaient très intéressées à participer au développement. On va monter un club d'entreprises de Fontevraud et qui permettra à certaines entreprises de pouvoir se réunir avec leurs partenaires, leurs clients à Fontevraud. Et ça, pour nous, c'est aussi très, très important. Et Stéphane Bern, qui a tourné plusieurs émissions, pas simplement un secret d'histoire, mais en tant que producteur, il en a aussi tourné plusieurs. Nous avons souvent ses équipes sur le site, a trouvé que c'était bien de nous aider. Vous connaissez son implication dans le loto du patrimoine, donc au niveau national. Et il est très, 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 très intéressé à ce que justement du capital privé puisse s'investir dans des lieux emblématiques du patrimoine. Fontevraud est une magnifique ambassade de cette volonté. Dernière question, vous êtes directeur de l'abbaye de Fontevraud. Quelles sont vos missions ? Alors, les missions sont assez simples, c'est de gérer et de développer le site et d'en assurer la promotion. Dans votre équipe ? Il y a aujourd'hui plus d'une centaine de personnes qui travaillent à Fontevraud et nous avons, comme je l'ai dit, la vocation d'être un centre de rencontre. Alors, il y a les gens qui y travaillent, mais il y a tous ceux qui le visitent. Il y a près de 200 000 visiteurs qui viennent chaque année. Il y a tous les artistes... 200 000, oui, du monde entier. Du monde entier. Voilà. Alors, encore majoritairement européens, mais j'espère que nous aurons encore plus, grâce d'ailleurs aux émissions et à celle-ci en particulier. Voilà. Donc, on aura encore plus de touristes et de visiteurs chinois et d'artistes aussi. L'année prochaine, grâce au partenariat que nous avons avec les 2 centres culturels de rencontre de Nantong et de Wuxi, on aura une grande artiste d'Arou qui va venir. Et on espère bien... donc, je rappelle, c'est le violon à 2 cordes. Exactement, voilà. Et elle va venir au printemps prochain, d'ailleurs dans 2 autres CCR aussi en France, et on espère aussi que ce premier pas va appeler d'autres coopérations avec des échanges d'artistes, qu'on accueillera plus d'artistes dans nos résidences et toujours plus de touristes qui seront intéressés à cette vie culturelle et à ce site patrimonial. Dernier point, je sais que les producteurs chinois de films ou de séries sont toujours très intéressés à trouver des lieux de tournage. Est-ce que vous êtes en contact avec eux ? On espère que certains viendront. On est un lieu de tournage magnifique. On couvre pas mal de festivals du cinéma, que ce soit français ou chinois. Pour tout vous dire, nous avons aussi la chance, grâce d'ailleurs à la maire de Fontevraud qui s'occupe du cinéma à la région Pays de la Loire, mais nous avons aussi une vocation particulière à Fontevraud. Nous accueillons les rencontres nationales du cinéma d'animation, les dessins animés. Pratiquement tous les grands réalisateurs américains, anglais, russes, bulgares, chinois et français qui ont fait de grands films ont été formés à Fontevraud. Et notre objectif aujourd'hui, on est aussi connu dans le monde du court-métrage. Nous avions il y a 15 jours, la rencontre avec beaucoup de films qui venaient d'être primés en court-métrage. Donc notre ambition maintenant, c'est qu'il y ait plus de grands tournages de longs-métrages, mais aussi de séries qui puissent se passer à Fontevraud, parce qu'on peut tourner absolument tout à Fontevraud. J'allais oublier, vous avez reçu plusieurs récompenses. Oui, nous avons reçu plusieurs récompenses, notamment parce que nous sommes très soucieux d'associer le développement durable et le développement patrimonial. Et non seulement nous recevons des récompenses justement à cause de ce développement très tonique, très énergique du site et notre ouverture au monde, et puis nous sommes aussi lieu où nous remettons des prix. Des prix littéraires. Il y a 3 prix littéraires qui sont remis à Fontevraud. J'espère qu'il y aura aussi des prix pour le cinéma. On en a remis le premier l'an dernier pour le cinéma d'animation. Et pour d'autres arts aussi, sans dévoiler, puisqu'on aura l'occasion de communiquer, mais il n'est pas impossible que l'an prochain, on remette aussi des prix dans la musique à Fontevraud. Que de projets. C'est ça l'obligation d'un site qui a eu une histoire tellement forte. Nous nous devons à la mémoire de ceux qui l'ont vraiment développé pendant 9 siècles. Je vous souhaite bon succès. Merci beaucoup.
Et à bientôt sur le site aussi.